Bonjour, bienvenue. J'espère que vous allez bien. Si c'est possible de nous indiquer via l'espace clavardage que vous nous voyez bien, nous entendez bien. Oui, parfait. Alors, bienvenue à cette conférence ce midi. Donc, conférence donnée par Architecture sans frontières Québec avec Écohabitation. Et aujourd'hui, on a la participation du Conseil national de recherche du Canada ainsi que du Bureau d'assurance du Canada. Aujourd'hui, on va parler de comment se préparer aux inondations, plus particulièrement au niveau de l'aménagement et des comportements. Donc, je me présente, mon nom est Julie Paquin, je suis chef du secteur formation chez Écohabitation. Je vais vous expliquer rapidement comment on va procéder aujourd'hui pour la prise de questions. Donc, comme vous avez pu voir, vous avez accès à un espace clavardage. Donc, tout au long de la présentation, si vous avez une question, n'hésitez pas à la déposer. Les questions vont être répondues à la toute fin de la présentation. Si jamais vous êtes un professionnel qui doit faire reconnaître cette conférence dans le cadre de la formation continue, simplement nous contacter suite à la conférence par courriel. Je vais laisser mon courriel dans l'espace clavardage pour vos demandes d'attestation. Donc, on va faire suivre ça là, probablement demain. La présentation est également enregistrée, donc vous allez recevoir un courriel qui va vous expliquer en fait la procédure pour accéder à l'enregistrement de cette présentation. Je vais faire un petit exemple. Donc, si jamais vous avez un commentaire ou vous désirez interagir avec les participants, vous pouvez simplement écrire dans l'espace clavardage votre commentaire. Je vais faire un exemple. Si jamais c'est une question, vous devez, dans le fond, ajouter un point d'interrogation à la fin de votre question. Comme ça, notre système va l'enregistrer comme une question. Donc, je vais vous faire un exemple. Donc, sur ce, sans plus tarder, on a beaucoup de matière à voir ce midi. Je vous laisse au bon soin de nos conférenciers et je vous souhaite à tous une très bonne conférence. Merci Julie. Alors, bienvenue à cette dernière série de conférences, de webinaires qu'on donne dans le cadre du projet Cohabiter avec l'eau qui a été financé par la Société canadienne d'hypothèque du logement. Donc, pour cette dernière conférence, nous nous concentrons sur comment se préparer aux inondations, autant les aménagements que les comportements. Donc, cette conférence va être complémentaire aux deux premières qu'on a fait qui étaient plus sur comment gérer l'eau, comment reconstruire mieux ensuite. Et aussi, elle avait une avant-première sur comment combler ou aménager notre entrée en contrepente. Donc, pour aujourd'hui, je vais présenter en compagnie de ma collègue Claire Delaby, qui est chez Architecture sans frontières, ainsi que Louis Poirier au Conseil national de recherche du Canada et Pierre Babinski du Bureau d'assurance du Canada. Le sommaire de la formation en 3 parties aujourd'hui. Donc, on va vous parler d'abord des outils disponibles pour évaluer le risque, qui va inclure aussi le volet assurance. On va vous parler aussi des actions prioritaires pour réduire le risque. On va parler notamment de bâtard d'eau avec Louis dans cette section. Et ensuite, on va vous parler de réagir face à l'urgence, donc vraiment le 72 heures avant, le pendant les événements et après l'aléa. Donc, Claire, à toi la parole. Oui, merci. Bonjour à tous. Donc, pour gérer le risque d'inondation, en fait, on a défini 3 temps d'action. Dans un premier temps, on veut évaluer le risque. Donc là, c'est quand, par exemple, on vient d'emménager dans une maison, qu'on soit locataire, propriétaire et qu'on a des questions, on cherche à analyser c'est quoi mon aléa, mon exposition, ma vulnérabilité. Ou par exemple, mes voisins se sont fait inonder, j'habite proche d'un cours d'eau. Donc, on a une doute de risque, puis là, on commence l'évaluation du risque. C'est aussi à ce moment-là qu'on va se poser notre question sur l'assurabilité qu'on verra plus tard. Ensuite, on est dans une action plus longue, on a plus de temps et là, on a le temps pour pouvoir atténuer l'aléa, diminuer l'exposition et réduire les vulnérabilités. Donc, par exemple, on s'est fait inonder et on veut adapter son bâtiment
où on sait que le bâtiment est à risque. Donc, on va prendre le temps de mettre en place des mesures de chemin de l'eau et de reconstruction pour vraiment s'adapter pour mieux vivre avec. Donc là, je fais référence, là, vous avez le QR code en haut à droite. Les webinaires passés font beaucoup sujet de cette temporalité-là. On va en parler un petit peu aujourd'hui pour les systèmes intérieurs, mais n'hésitez pas à aller voir les webinaires précédents pour ce contenu-là. Et enfin, on va parler de la dernière temporalité aujourd'hui qui est la réaction face à l'urgence. Donc, ça peut intervenir à n'importe quel moment. Là, c'est le service météorologique annonce que les inondations arrivent. On sait qu'on est à risque. Donc, comment se comporter avant, pendant et après en termes d'adaptation au bâtiment. Donc, par rapport aux outils pour évaluer le risque, donc on veut identifier l'aléa potentiel, évaluer l'exposition d'une propriété et évaluer les vulnérabilités d'une propriété et des occupants. Donc, dans un premier temps, pour identifier l'aléa potentiel, on se pose 3 questions. D'où vient l'inondation? Comment l'eau atteint le bâtiment et comment l'eau circule autour et dans le bâtiment? Donc, d'où vient l'inondation? C'est des choses qu'on a déjà discutées, mais la source peut être naturelle ou non. Il y en a plusieurs. On peut avoir le débit de l'été passé, bris de canalisation, si d'aqueduc à Montréal. C'est des choses qu'on ne contrôle pas. Ensuite, comment l'eau atteint le bâtiment, c'est vraiment ce qui nous intéresse. C'est le type d'inondation par rapport au bâtiment. Comment l'eau va rentrer dans le bâtiment. On sait que l'eau est capricieuse et c'est difficile à comprendre. Il peut y avoir plusieurs types d'inondations pour une même source. Donc, ça peut être par refoulement, système de drainage, par ruissellement à la surface du sol, par infiltration souterraine à travers le sol ou bien par capillarité à travers les matériaux ou par l'intérieur. Si on a un bris de machine à laver à l'intérieur de chez soi, on considère ça comme une inondation intérieure. Ensuite, c'est de comprendre comment l'eau circule autour et dans le bâtiment. Donc, on a identifié, on a vulgarisé ici 3 chemins de l'eau. Donc, le système extérieur de l'eau, on ne veut pas que ça s'accumule sur le toit, on veut que les gouttières soient débouchées. Ensuite, l'eau tombe sur l'aménagement extérieur, puis il y a des moyens de retenir ou de ralentir l'eau avec des aménagements paysagers. Ensuite, il y a le chemin, donc ça c'était les flèches bleues, les flèches oranges de système de drainage des fondations, donc pour protéger la pression qu'il peut y avoir sur la pression hydrostatique sur les murs de fondation. On veut en fait, avec un dispositif de puisard et de pompe submersible, enlever l'eau autour des fondations pour aller la rejeter plus loin sur le site. Et enfin, le système intérieur, donc la connexion des équipements avec le réseau municipal. Et ici, on veut éviter les refoulements. Ensuite, on veut évaluer l'exposition d'une propriété. Donc, c'est quoi l'exposition d'un bâtiment? Donc là, on va se renseigner auprès de la cartographie en ligne, auprès des gouvernements locaux et provinciaux, les municipalités. Montréal, ça peut être la CMM, par exemple. On va discuter avec ses voisins, des anciens occupants, des agents immobiliers pour vraiment identifier par rapport aux inondations passées, c'est quoi notre hauteur d'eau potentielle. Donc, est-ce qu'on habite dans une zone inondable, un secteur exposé aux pluies intenses, aux nappes phréatiques, cuvettes, etc. Donc, ça, c'est vraiment la première phase d'analyse qu'on doit faire pour tout le monde, en fait, parce que tout le monde est concerné. Et enfin, donc je vous ai parlé des types d'inondations tout à l'heure. Ici, on propose une cartographie d'évaluation des vulnérabilités possibles d'une propriété. Donc ça, c'est des exemples d'entrée d'eau par localisation. Donc, dans un premier temps, l'eau, elle peut passer par les ouvertures, les portes, les fenêtres, murs et fondations, donc les joints qui sont autour de ces portes, fenêtres, les fissures dans les murs extérieurs ou murs de fondation, les joints entre différents matériaux. Par exemple, il y a beaucoup d'inondations par la lisse d'assises, des infiltrations d'eau dans la toiture. Ensuite, les entrées de voies d'eau peuvent se faire par les systèmes de mécanique, électricité, plomberie, les soupiraux, ouvertures mécaniques, les évents à briques ou les trous dans les murs de maçonnerie, les entrées de service, tout ce qui est tuyaux d'alimentation, système de câblage. Ensuite, des conduits ou des drains qui sont fissurés ou obstrués ou des couvercles de regard qui sont mal scellés. Donc ça donne une idée des entrées de voies d'eau possibles. En plus de ça, il y a aussi les prédispositions aux dommages. Donc là, c'est vraiment des aménagements ou des conceptions qui font en sorte qu'on est plus vulnérable. Donc, ça va être, par exemple, notre plancher habitable, il est sous la hauteur d'eau potentielle. On n'a pas de sortie de secours
au-dessus de ce niveau. On a des mauvaises pentes de terrain inversées. Au niveau de la conception, des systèmes de drainage combinés, absence de dispositifs de refoulement, des matériaux ou assemblages non résilients ou résistants, ou également les entrées de garage à contre-pente. Donc ça, c'est une espèce de cartographie qui aide à identifier les possibles donc entrées d'eau et prédisposition aux dommages. Mais il y a aussi une cartographie qui doit être faite des occupants eux-mêmes. C'est quoi notre capacité au risque par rapport à notre tolérance? Donc, est-ce que notre capacité physique, cognitive et psychologique et financière nous permet de tolérer les inondations? Donc, il faut vraiment se poser cette question dans cette phase préalable et pas d'attendre le dernier moment pour vraiment aller aux aides qui sont disponibles pour pouvoir, que ce soit financière ou pas, pour pouvoir vivre avec cet événement-là qui ne va pas aller en se diminuant. Et il y a aussi, c'est le moment de se poser la question de l'assurabilité. Donc, est-ce qu'on est couvert ou pas? Donc là, je vais laisser la parole à Pierre Babinski pour tout ce qui est couverture d'assurance. Bonjour tout le monde, merci Claire. Donc, puis ce que je vais mentionner dans cette partie de la présentation, vous pourrez le retrouver sur notre site infoassurance.ca. Donc, ce qu'on veut traiter aujourd'hui, bien sûr, Claire a parlé d'évaluer le risque, c'est une part importante. Les quelques observations là, que j'utilise pour ouvrir la discussion, c'est souvent des choses que les gens oublient de faire ou prennent pour acquis. Donc, ce qui est important de se rappeler, puis pour vous aussi de comprendre c'est quoi les protections d'assurance, mais lorsqu'on souscrit une assurance, une nouvelle police d'assurance ou après un déménagement ou si il y a des gens qui s'ajoutent à la résidence, un nouveau conjoint, une nouvelle conjointe, c'est toujours un bon moment pour parler à son assureur, mettre à jour son dossier. Et ça commence aussi par nous-mêmes connaître qu'est-ce qu'on a, c'est quoi la valeur de nos biens, quel type de maison on habite, le type de construction, etc. Une chose importante que beaucoup de gens négligent, c'est de faire un inventaire de ces biens. Il y a toutes sortes de façons de le faire. Bien entendu, il y a deux utilités à ça, au moins deux, c'est-à-dire qu'une, ça va permettre dans votre discussion avec l'assureur d'établir la valeur de vos biens et donc quel montant de protection doit être attribué au remplacement des biens ou à la réparation des biens. Et ensuite, lorsqu'on doit faire une réclamation, si on n'a plus surtout par exemple une perte totale ou lorsqu'on n'a pas accès à la résidence, bien d'avoir son inventaire nous permet d'estimer à peu près ce qui a été perdu ou de faire une liste pour l'assureur ou pour l'expert en sinistre qui va traiter notre dossier. Donc, il y a plusieurs façons de le faire. Le BAC offre un outil qui nous permet de faire notre inventaire, mais il y a d'autres formats. On peut se faire un fichier Word, un fichier Excel. Il y a vraiment, tant qu'on compile l'information sur les biens, sur leur valeur approximative ou précise si on l'a, c'est déjà un bon point de départ. Si ça vous semble trop ardu ou en attendant que vous ayez complété le processus, bien, une autre façon aussi, c'est de faire des vidéos ou des photos des différentes pièces. Vous pouvez, dans une chambre, ouvrir les tiroirs, prendre des photos. Ça va vous permettre, à un moment donné, si vous devez faire une liste, de vous rappeler, c'est vrai, moi, dans mon garde-robe, j'ai 25 paires de souliers. C'est un point de départ. Donc, c'est important. Les items les plus coûteux, les plus importants, c'est toujours bon si on a des factures, soit de les prendre en photo ou de les joindre à notre inventaire, puis de mettre ça en lieu sûr ou au moins une copie en lieu sûr dans l'info nuagique chez un ami, un voisin, un proche parent. Ça permet, s'il y a une perte totale, par exemple un incendie, d'avoir accès à tout ça.
Naturellement aussi, quand on parle à notre assureur au moment de la souscription, bien, l'assureur, par notre code postal, va avoir une bonne idée des risques qui guettent notre résidence, mais il peut aussi vous poser quelques questions pour bien établir c'est quoi le profil de risque là, de votre résidence. Puis, bien sûr, il y a les outils pour évaluer le risque, surtout d'inondation, glissement de terrain, ces choses-là. Bien, au niveau de la municipalité, ils devraient être en mesure de vous donner certaines informations, certainement au niveau des zones inondables. Il y a de la cartographie qui est disponible. Et à ce moment-là, ben, avec votre assureur, avec votre agent ou le courtier, vous pouvez discuter qu'est-ce qui serait approprié comme protection, parce qu'il y a des choses qui sont couvertes par le contrat de base et d'autres qui sont couvertes par des avenants. Donc, c'est un peu ce qu'on va couvrir ensuite. C'est-à-dire, quand vous voyez l'image ici, mais on voit plusieurs sources de dommages par l'eau. Bien sûr, les égouts, on voit à gauche un cours d'eau. À droite, on voit une piscine. Donc, une piscine peut briser, peut amener l'eau dans la maison. Le bonhomme de neige représente naturellement le dégel printanier, mais il y a aussi l'eau au-dessus du sol. Donc, si on veut voir un petit peu les protections, à votre gauche, vous voyez ce qui est généralement compris ou inclus dans le contrat d'assurance de base, contrat d'habitation, ou que vous soyez locataire ou propriétaire. Donc, tout ce qui est causé, la règle simple, c'est ce qui vient de l'intérieur de la maison, un bris de tuyauterie, débordement d'une baignoire ou d'un évier, un lave-vaisselle qui brise et qui fait entrer de l'eau sur le plancher, c'est couvert par le contrat d'assurance habitation de base. Si votre piscine à l'extérieur brise et l'eau s'infiltre dans votre sous-sol, ça aussi, c'est inclus. Aussi, les conduites d'eau, c'est-à-dire l'aqueduc dans la rue, il y a un bris et ça rentre chez vous. Ça aussi, c'est couvert par la police de base. À droite, vous voyez plutôt ce qu'on doit ajouter au contrat comme protection pour les dégâts d'eau. Naturellement, il y a ce qu'on appelle l'eau au-dessus du sol, donc c'est-à-dire l'eau qui entre dans la maison n'importe où, sauf par la surface ou en dessous de la surface du terrain. C'est-à-dire, si l'eau rentre par le toit, par une fenêtre ouverte, c'est l'avenant au-dessus du sol qui est nécessaire. Pour tout ce qui est l'eau, qui est refoulement d'égout, infiltration d'eau par la fondation, mais c'est ce qu'on appelle eau du sol et égout. Donc, pour les refoulements d'égouts, de débordements de drains, etc., les eaux souterraines ou de surface qui se rendent chez vous. Au même type d'avenant, il y en a qui existe qui ajoute à ce moment-là le débordement de cours d'eau, donc qui couvre tout ce que je viens de mentionner, mais aussi qui couvre le débordement d'un cours d'eau. Et c'est ce qu'on a besoin si on se sent à risque. Maintenant, ce qui est bon à savoir, c'est que si vous êtes sur le bord d'un cours d'eau qui déborde à chaque année, ben, l'assureur vraisemblablement ne sera pas en mesure de vous offrir ce type d'avenant-là parce que c'est presque une certitude que le risque va se réaliser. Et donc, c'est généralement plus difficile à obtenir ou à ce moment-là, les primes sont assez élevées. Une chose aussi à se rappeler, si on n'a pas accès à l'assurance inondation, à l'avenant inondation, et qu'on est victime d'un débordement de cours d'eau, mais il y a des programmes gouvernementaux du ministère de la Sécurité publique qui peut aussi nous aider. Ce qui est important aussi, après un sinistre, puisqu'on ne parlera pas là, de réparation, de reconstruction, puisque ça vient un petit peu plus tard, mais ce qui est important de se rappeler,
Premièrement, c'est de mettre tout le monde en sécurité, mais aussi de documenter les pertes en vue de faire une réclamation auprès de son assureur. Donc, déjà, de prendre une photo qui montre, par exemple, quel niveau l'eau a atteint, c'est déjà très utile, puis montrer, bon, est-ce que il y a des choses qui flottent et tout ça. Ensuite, c'est de prendre les mesures pour évacuer l'eau. Puis, ce qu'on a vu de l'ouragan Debby l'année passée, c'est que beaucoup de gens attendaient de parler à leur assureur avant de faire quoi que ce soit, d'évacuer l'eau, d'essayer de sortir les biens endommagés. Mais c'est plus important de vider l'eau, de prendre les mesures nécessaires et raisonnables. Votre assureur vous en tiendra pas rigueur. Pour lui, en fait, vous évitez l'aggravation des dommages, puis il va en être bien heureux. Une fois que l'eau est évacuée, reprenez des photos, ça va montrer d'autres types de dommages. Puis ensuite, sortez les biens endommagés de la résidence pour éviter par la moisissure qu'ils deviennent un risque pour la santé. Puis, si ce n'est pas déjà fait, mais communiquez avec votre assureur pour ouvrir la fameuse réclamation. Bien sûr, le sujet aussi aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le Build Back Better, donc les réparations et tout ça. C'est sûr qu'en ce moment, le contrat d'assurance vise à vous remettre dans l'état où vous étiez avant le sinistre, mais on s'entend tous, incluant les assureurs, que de reconstruire exactement comme avant, c'est pas nécessairement l'idéal. Donc, il y a de plus en plus d'assureurs qui vont vous suggérer différents types de réparations ou de matériaux qui vont rendre votre résidence plus résiliente. Certains ont développé déjà des avenants que vous pouvez ajouter à votre contrat qui, moyennant une prime quelconque, vous couvrirait les frais excédentaires qu'occasionnerait une reconstruction plus résiliente. Ceux qui ne l'ont pas, peuvent vous dire on vous laisse reconstruire comme vous voulez pour le rendre plus résilient, mais si ça dépasse le montant de couverture au contrat, bien vous devrez assumer la différence. Donc, c'est encore beaucoup en évolution. Les assureurs sont très intéressés par tout ce qui se fait en ce moment en termes de mieux reconstruire. Et ces produits-là aussi vont évoluer avec le temps. Finalement, comme je mentionnais, infoassurance.ca est là où vous trouverez toutes sortes d'informations relativement à l'assurance habitation, à l'assurance inondation, mais aussi l'outil pour faire un inventaire de vos biens. Je laisse donc la parole à Hélène pour la suite. Merci Pierre. Donc, on va continuer avec les outils pour réduire le risque. En fait, on va parler surtout de comportement et d'aménagement. Comme on l'a dit en introduction, on a déjà parlé dans les 2 webinaires précédents des mesures plus concrètes pour réduire le risque en atténuant la quantité d'eau et ensuite les mesures plus concrètes pour reconstruire mieux. Mais là, on va aller vraiment dans l'aménagement et le comportement. Un bref rappel sur c'est comment qu'on peut réduire le risque, peu importe que ce soit un comportement ou un aménagement ou même la reconstruction. Donc, ici, j'ai 3 aléas spécifiques. Donc, semblables, vous voyez le risque qui est représenté en orange. Donc, comment faire réduire ce risque orange-là? La première étape, ça va être de contrôler l'aléa, donc de minimiser la quantité d'eau qui va s'approcher du bâtiment. Ensuite, la seconde, on va parler de l'exposition. Ça, on va en parler un petit peu aujourd'hui. Donc, ça va être de déplacer les éléments qui sont vulnérables à une position hors d'atteinte de l'eau. Et enfin, la troisième position, c'est plus lié à la vulnérabilité ou la prédisposition ou la sensibilité des matériaux. Donc, on va s'assurer que les matériaux soient moins sensibles et gardent leur propriété suite à l'inondation. Ça, c'est un rappel. On en parle plus longuement dans les webinaires précédents. Donc, voici c'est quoi des bonnes pratiques en tout temps, donc des gestes simples.
On va parler d'installation, mais aussi beaucoup d'entretien des systèmes de drainage, des systèmes électriques, des systèmes de secours. On va parler des aménagements résilients ou de la protection en place. Donc, on va parler de l'espace, des espaces de vie, de l'espace des biens de valeur, quels sont les équipements sensibles et comment les prémunir. Et aussi, on va parler de protection des ouvertures avec Louis. Donc, premièrement, on a déjà parlé dans le premier webinaire des clapets, donc comment les installer. Mais au-delà du tapelet, ça va être de savoir comment l'entretenir. Donc, il y a plusieurs étapes d'entretien pour les clapets. Généralement, une fois par changement de saison, on devrait, ou au moins 2 fois par année, aller voir comment ça se passe dans le clapet et aussi toujours en prévision d'un événement. Donc, comment entretenir les clapets et comment aussi entretenir les drains de fondation et toutes les ouvertures qui servent à gérer les entrées et les sorties d'eau dans le système de drainage. Donc, d'abord, pour les entretenir, il faut premièrement porter des équipements de sécurité, autant des gants que des lunettes de protection parce que c'est aussi des lieux où il peut y avoir des contaminants. Pour les entretenir, pour ce qui est des clapets, souvent, il faut repérer dans le sous-sol ce qu'on regarde les regards. C'est des trappes. Souvent, des fois, sont vraiment scellées, des fois, sont amovibles. Idéalement, il faudrait qu'elles soient facilement repérables, donc pas sous un palier d'escalier ou pas sous un faux plancher. Il faut toujours s'assurer de les repérer. Si vous ne savez pas sont où, c'est peut-être le temps, pendant qu'on n'est pas très à risque d'inondation en ce moment, du moins pour certains secteurs, de les repérer. Il faut aussi vérifier l'état de ce clapet-là. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est voir s'ils sont fonctionnels. Est-ce qu'il y a des grottes, par exemple, dedans? Est-ce qu'il y a des lingettes humides? Est-ce qu'il y a aussi peut-être même un rongeur qui pourrait être inséré dans ces systèmes-là? Donc, c'est l'importance de toujours les entretenir. Ce n'est pas parce qu'on en installe un qu'on va être prémuni pour toute la vie. Aussi, par rapport aux clapets, quand on les installe, il faut toujours s'assurer de connaître la réglementation en vigueur parce qu'on ne peut pas mettre tous les types de clapets à tous les endroits dans une maison. Il va y avoir de plus amples informations à ce sujet dans le webinaire sur l'atténuation des risques. Prochaine slide, on va y aller avec un cas, donc un exemple. Par exemple, je parlais de nettoyer les drains. Qu'est-ce qui se passe si on ne nettoie pas nos drains? Ici, c'est un cas qu'on a vécu au mois d'août avec l'inondation des Bies. Donc, si vous avez une sortie de drain gravitaire, donc un drain français dans lequel il n'y a pas de pompe, mais que l'eau s'écoule ou que le drain n'est pas directement connecté au réseau de la ville. Donc, c'est un drain qui s'écoule dans un fossé. On voit souvent ça en banlieue ou même aussi dans des secteurs où il y a des maisons individuelles et où il y a encore des fossés. Donc, si vous voyez le drain, il est bouché. Qu'est-ce que ça fait un drain bouché? Même s'il n'y a pas d'eau en surface, à un moment donné, l'eau, dans le cas des Bies, les sols sont devenus très, très, très gorgés. Si le drain français ne peut plus évacuer l'eau, ce qui se passe, c'est que l'eau va s'accumuler autour de la fondation et sous la fondation. Et l'eau, c'est pas compressible. Donc, qu'est-ce qui se passe? La dalle lève. Une dalle qui lève, ça veut aussi dire un beau fini en époxy qui se brise parce qu'il y a un grand chemin qui se crée dans le milieu de la dalle. L'eau va monter. Mais au-delà d'une dalle brisée, une dalle, c'est aussi ce sur quoi les murs sont assis. Donc, si la dalle lève, il y a des très, très bonnes chances que vos murs au sous-sol lèvent aussi, que tous les cadres de porte se brisent. Il peut même avoir aussi, ça peut avoir des répercussions aussi dans votre plancher du rez-de-chaussée. Donc, voilà l'importance d'entretenir son drain français. On va aussi installer, préparer, commencer à prévoir le système de pompage. Donc, autant avoir des pompes de secours, surtout si vous habitez dans une zone que l'on sait inondable. On sait que la pompe qui est dans votre pompe de puiseur, donc la pompe qui gère vos drains français, n'est pas faite pour gérer une inondation. Elle est faite pour gérer l'eau qui, normalement, s'écoule autour de votre fondation. Il faut aussi savoir que ces drains-là de fondation qui amènent l'eau vers votre pompe de puiseur, ça devient même une entrée par laquelle l'eau d'inondation peut entrer.
Donc, l'important, c'est d'avoir aussi des pompes de secours avec un plus fort débit. Donc, il y en a différents types qui existent à essence qu'on installe à l'extérieur, qui vont avoir une très, très forte capacité. Il peut y avoir aussi des pompes portatives qu'on peut avoir dans son sol puisqu'elles fonctionnent à électricité. Toujours s'assurer que ces pompes-là soient fonctionnelles, toujours s'assurer aussi qu'on ait une source d'énergie qui puisse faire fonctionner ces pompes-là. Donc, si on est doté d'une pompe à essence, il faut avoir un bidon d'essence accessible. Si la pompe est électrique ou à batterie, il faut s'assurer d'avoir une batterie chargée toujours à disposition. Parlons de pompes et de systèmes d'alimentation de secours aussi. Plusieurs personnes ont des pompes qui sont branchées directement dans le courant de la maison. S'il y a une panne de courant, comme on l'a vu avec des billes, il faut s'assurer que ces pompes-là, il y a un relais. Donc, on peut avoir des batteries qu'on va installer directement sur cette pompe-là, mais il faut être présent pour faire le changement. Par contre, il existe différents commutateurs de transfert. Il existe différents équipements qui sont continuellement branchés dans le courant et qui font un relais vers la pompe. Donc, automatiquement, il va y avoir un transfert d'électricité. Si le courant coupe, ben, la pompe va aller chercher son alimentation dans cette batterie-là qui va être disponible. Donc, plusieurs types de modèles existent. Il peut y avoir un commutateur de transfert sur une batterie de voiture, par exemple, mais il y a aussi, pour environ 1 500 $ différents types d'équipements qui vont faire ce transfert-là directement et qui vont avoir une très grande capacité, qui vont aussi peut-être pouvoir permettre de garder en marche votre réfrigérateur, par exemple, ou quelques lumières dans votre maison. Ensuite, pour ce qui est de l'aménagement et de la protection en place, on va parler beaucoup des espaces de vie. Donc, s'assurer, surtout si vous êtes dans une zone à très fort risque, de relocaliser les espaces de vie au-dessus. Donc, si les chambres sont au sous-sol de votre maison, que le volume de la maison le permette, c'est peut-être une bonne idée de penser à revoir l'aménagement et de mettre les espaces où dorment les personnes en hauteur et de mettre au sol des espaces de jour qui peut-être sont moins dangereux. Si l'eau rentre en pleine nuit dans un salon, c'est vraiment moins grave que si l'eau rentre en pleine nuit dans une chambre où il y a des enfants qui dorment, par exemple. Si l'espace ne le permet pas, parfois la réglementation permet de rehausser ou d'augmenter le niveau de la maison. Donc, on peut ajouter un étage sur une maison individuelle, on peut ajouter aussi une mezzanine sur une maison en rangée. C'est toujours possible. Ensuite, on va aussi vous conseiller d'opter pour des menuiseries résilientes. Donc, ça veut dire des portes peut-être qui sont amovibles. Donc, si vous avez une porte précieuse, une belle boiserie, ben peut-être pensez à avoir des charnières amovibles que vous allez pouvoir en prévision de l'aléa, déplacer votre porte et la mettre en sécurité. Si vous avez des escaliers, s'assurer qu'il y ait des espaces de ventilation sous cet escalier-là et peut-être même avoir un escalier avec des contremarches ouvertes qui vont permettre, si l'eau entre, de sécher plus rapidement. Ça peut être dans votre cuisine aussi ou même dans des armoires au sous-sol. Peut-être les tiroirs du bas, les pensez amovibles, facilement transportables aussi, donc assez solides pour qu'ils puissent être transportés avec leur contenu. Donc, devant l'alerte d'inondation, ça devient possible de retirer le tiroir au complet et de tout simplement changer un tiroir d'étage. Donc, ça devient beaucoup plus simple que de vider chacun des tiroirs. Donc, pensez ces tiroirs-là comme des récipients, mais aussi pensez des matériaux qui puissent bien vivre avec l'eau. Qu'est-ce que ça a de l'air une maison résiliente? Si on vous montre un cas, c'est une maison qui est construite en Angleterre. Vous voyez, c'est une maison qui est faite pour vivre avec les inondations. Donc, on voit un plancher qui est en céramique avec un drain dans le plancher, un peu comme une salle de bain à l'italienne. Donc, dans certains cas, tout dépendamment aussi comment est fait le sous-plancher, on peut penser à cette façon de faire-là. Ça veut aussi dire de monter les électroménagers à un niveau au-dessus de la cote de référence. Donc, si on voit un frigo, un demi-frigo et un four qui sont au-dessus de la cote de référence, du mobilier sur pattes et non du mobilier complètement par terre. Donc, ça peut permettre une certaine quantité d'eau d'entrer dans l'espace avant d'atteindre les éléments rembourrés. Des tapis, si vous en voulez, oui, mais ils doivent être amovibles, donc facilement lavables ou facilement déplaçables aussi en cas d'alerte.
Ensuite, on parle de protection en place. Il y a certains équipements qui sont difficiles à relocaliser. Des fois, l'espace ne le permet pas. Donc, il est possible peut-être de penser à des podiums pour mettre le chauffe-eau, des podiums pour mettre les laveuses sécheuses. Aussi, solidement ancrer différents appareils, comme si vous avez une tank d'essence ou de gaz à l'extérieur, donc la maintenir en place. Tous les éléments, les thermopompes aussi, ne pas les mettre au plus bas niveau à l'extérieur, mais peut-être penser à les mettre en hauteur autour de votre maison. Donc, on élève ou on protège. Qu'est-ce que ça veut dire aussi d'élever ou de protéger en place? Ici, vous avez l'image d'un foyer qui est à peu près à 30 cm du sol. Donc, pour préserver ce foyer-là, si l'eau devait entrer dans cette maison-là qui se fait inonder à répétition. Le mur que vous voyez à côté, ça, c'est une astuce aussi pour concevoir, quand on parlait de menuiserie résiliente, ici, c'est une maison qui a un bas de mur qui est en bois. Donc, on peut penser peut-être même ces bas de murs-là en bois, donc qui puissent être remontés, fait que ça va permettre le séchage suite à l'entrée de l'eau, mais ça a une double fonction. Donc, en le levant comme ça devient une tablette. Donc, devant l'alerte inondation, il est possible de relever le bas du mur et de mettre en sécurité les documents importants, les petits mobiliers sur cette tablette-là. Donc, pendant qu'on fait la conception de la menuiserie résiliente, aussi penser des stratégies de comment on pourrait mieux faire face à l'urgence. Ça ici, c'est un excellent exemple d'aménagement résilient. Pour ce qui est des systèmes MEP, donc mécanique, électrique et de plomberie, l'important, ça va être d'élever ces équipements-là. Donc, le panneau électrique, c'est peut-être important de le sortir du sol et de le mettre à l'étage si notre sol est exposé. On peut aussi penser à une distribution descendante de l'électricité. Ça, c'est ce que ça veut dire, c'est que l'eau, plutôt que de courir dans le bas des murs et de remonter vers vos prises, elle peut être filée dans le plafond et descendre vers les prises. Comme ça, tous les éléments, on sort tous les éléments, on met tous les éléments au-dessus de la cote d'inondation. On peut aussi penser à la séparation des circuits électriques, donc c'est-à-dire de séparer, donc avoir deux switches on-off, un pour garder l'étage ouvert et on puisse déconnecter le sous-sol qui est exposé à l'inondation. On peut avoir des disjoncteurs de secours aussi. On peut avoir des sources d'énergie indépendantes, donc des panneaux solaires, d'autres types d'énergie qui sont déjà prévus dans la maison pour subvenir aux besoins en cas de panne d'électricité. Quand on ne peut vraiment pas mettre en sécurité tous les espaces de vie, par exemple, si le plus bas plancher habité est sous la cote d'inondation, ou par exemple, si un logement en ville est sous la cote d'inondation et que pour une raison XY, on ne peut pas relocaliser ces personnes-là et ces habitations-là, c'est méga important d'avoir ce qu'on appelle une zone de refuge, mais surtout une zone de refuge accessible. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est un accès à l'intérieur et à l'extérieur de ces zones-là. Donc, par exemple, si on décide que c'est notre grenier qui est la zone refuge parce qu'on ne peut pas avoir une issue de secours au rez-de-chaussée, il faut prévoir une sortie dans le toit de cette maison-là. C'est aussi dans cet espace-là qu'on va prévoir une trousse d'urgence 72 heures pour pouvoir subvenir à nos besoins en attendant l'arrivée des secours qui peuvent arriver peut-être par hélicoptère par cet espace-là. Même chose pour en ville, si on ne peut pas relocaliser une famille qui habite dans un sous-sol, par exemple, c'est important de leur donner une sortie de secours vers un lieu en hauteur, donc une mezzanine qui serait connectée à leur logement où ils pourront se réfugier sur le toit en attendant des secours. Voilà. Ensuite, pour la protection des ouvertures, c'est là que je vais donner la parole à mon collègue Louis. Bonjour, merci Hélène. C'est qu'on passe à l'approche. Non, je peux faire le passe. Ça fait que là, on a fait beaucoup d'essais dans nos laboratoires, puis il y avait essentiellement deux phases qu'on a travaillé avec. À gauche, vous pouvez voir, on a conçu une maison à pleine échelle. Ça fait que c'est difficile à voir ici, mais la petite maison qu'on voit là, c'est vraiment une maison à pleine échelle avec une vraie porte qu'on a été chercher au Home Depot, des vraies fenêtres. Le bassin à vagues ici est 50 mètres de long par 30 mètres de large. Puis on peut faire toutes sortes de vagues, des courants, toutes sortes de choses pour vraiment être capable de voir la performance des structures avec les inondations.
Ça fait que les deux phases, on a fait une construction standard aux normes canadiennes. Puis on a aussi fait une deuxième phase où est-ce on s'est vraiment concentré sur les ouvertures. Ça fait qu'on peut s'imaginer, malgré le fait de prendre toutes les protections pour protéger la maison, on peut avoir des portes d'entrée à la cave, soit des fenêtres ou des portes, où est-ce que la fondation est imperméable, mais la porte ou la fenêtre peut être une voie de faiblesse pour laisser rentrer l'eau. Ça fait qu'on aimerait protéger ces entrées-là pour essayer de diminuer le débit d'eau qui pourrait rentrer dans la maison. Ça fait qu'on a passé ces bâtards d'eau-là, ces mesures de protection sous toutes sortes d'épreuves. Fait qu'ici, dans la première phase, on est en train de regarder une image à gauche où est-ce qu'on a à peu près 4 pieds d'eau. On voit difficilement, mais dans cette fenêtre-là, le niveau d'eau est à peu près ici, au milieu de la fenêtre. Fait que la fenêtre fait quand même très bien pour protéger contre l'eau, mais comme qu'on peut voir, il y a beaucoup, beaucoup d'eau qui rentre par la porte. Lorsqu'on a regardé la performance dans la maison sous inondation, on a regardé l'entrée d'eau, on a mesuré l'entrée d'eau par 3 voies principales. La première, c'est entre la fondation en béton et la charpente en bois. Fait que c'est là qu'il y avait la majorité d'eau qui rentrait. Fait qu'on a défini ça comme l'eau qui rentre dans le sous-sol. Puis pour différentes profondeurs d'inondation à l'extérieur de la maison, on peut voir le débit d'eau qui rentrait par la maison. Là, par les portes, ou surtout par la porte, mais on a dit par les ouvertures, parce qu'il y a très peu d'eau qui rentrait par la fenêtre. Il y avait à peu près la moitié de l'eau qui rentrait par là. Et finalement, on avait un autre endroit où est-ce qu'on regardait juste par les murs. Ça fait un mur qui est complètement intact, comme d'eau qu'il y avait qui passait par là. Puis là, il y a beaucoup moins d'eau, mais il faut aussi faire attention que l'eau qui rentre par là, ça va dans toute la structure. Ça fait que si on a du fibre de verre, là, ça va se prendre là. Ça fait qu'il y a du danger d'avoir plus de dommages là. Ça fait qu'en termes de protection des ouvertures, il y a beaucoup d'options qu'on peut regarder. Puis dans nos études, on a fait des comparaisons de mesures standards puis des mesures plus avancées conçues pour soi. Ça fait que par défaut, lorsqu'il y a des inondations, la majorité du monde, il va faire appel aux sacs de sable. Puis les sacs de sable, si on est en train de regarder à juste protéger une ouverture, ben c'est une beaucoup plus grosse faiblesse parce qu'on est en train d'essayer de protéger contre la maison. Puis on peut s'imaginer que c'est pas une surface qui est facile à faire celles avec des sacs de sable. Si on fait tout le périmètre, comme qu'on voit ici à droite, là, c'est beaucoup mieux, mais il faut quand même assumer qu'il y a beaucoup d'eau qui va passer à travers les sacs de sable. Ça fait qu'il faut être capable d'avoir des pompes en arrière qui vont être capables de dégager cette eau-là qui va passer à travers les sacs de sable. Puisqu'on peut faire une barrière, on peut faire cela. Mais ce qui est très inquiétant dans ce cas-là, c'est la quantité d'ouvrage que c'est à faire les sacs de sable, puis les déchets qui arrivent par la suite. Lorsqu'on a inondation, on assume que les sacs de sable, c'est des déchets contaminés. Ça fait que c'est très difficile à disposer de ça par la suite. Puis ça prend beaucoup, beaucoup d'heures pour être capable de protéger une maison. Ça fait que cette maison ici est juste à côté de la rivière d'Ottawa, dans le secteur d'Aylmer. Puis ils ont survécu aux inondations en 2017 et 2019, puisqu'il n'y a pas de cave. Ça fait qu'il n'y a pas d'accumulation d'eau par la cave. Puis ils ont protégé avec les sacs de sable. Mais tout l'effort qui a eu lieu pour protéger cette maison-là, en 2020, ils ont décidé d'écouter les conseils à Hélène, qu'a mentionné tantôt, puis surveiller la maison. Ça fait que maintenant, cette maison ici, elle est un étage plus haut. Ils n'ont pas été capables de augmenter l'espace de vie. Ça fait qu'ils ont fait appel à des bâtards d'eau, comme ceci, type bûche, pour protéger l'entrée de la maison. C'est tout ce qui reste au niveau du sol. Ça fait qu'en termes de résistance, on peut concevoir des mesures de protection comme ceci qui vont protéger les ouvertures. Ça fait que là, il y a une porte qui est plus
plus à risque parce qu'elle est au niveau du sol, puis maintenant la maison se trouve au deuxième étage. Il y a juste la garage, puis la porte, c'est tout ce qui reste de cette maison-là. Ça fait que lorsqu'on a fait nos tests, on a fait toutes sortes de tests pour vraiment être capable de mettre ces mesures de protection-là à l'épreuve. On a fait des divers niveaux d'eau statiques. Ça fait que là, on a l'eau qui est sur la fenêtre, on regarde le débit d'eau qui passe à travers. On a fait des conditions de vagues assez extrêmes, comme qu'on peut voir, il y a un des batteurs d'eau qui a cédé sous les vagues, puis on peut voir le dégorgement d'eau. Ce test-là, dans je pense, 20 secondes, le batteur d'eau cédé, on avait à peu près 30 tonnes d'eau qui avait rentré. Ça fait que ça avait vraiment fait la fin des tests pour la journée. Un autre test qu'on a fait, c'est des impacts. Fait qu'on peut s'imaginer si on a une rivière qui déborde, elle va apporter avec elle des débris. Fait qu'il y a une norme américaine, ANSI 2510, elle demande de faire impact avec des bûches. La bûche qu'on a fait impact avec, c'est 277 kilos. Puis la norme demande qu'on fasse impact à 2,1 mètres par seconde, qui est très, très rapide. On est en train de concevoir des normes canadiennes tout de suite. Puis on a décidé de faire des conditions moins sévères pour essayer de voir comment ça se compare à la norme américaine. On n'a pas encore décidé ce qu'on va faire, mais même à 1 mètre par seconde, on peut voir que ça causait une des portes à céder. On peut voir dans l'écran en bas, il y a des morceaux de la porte qui s'envolent vers la caméra, puis il y a des dégâts d'eau qui arrivent ici dans le coin parce que le panneau s'est détaché. Ça fait qu'après toutes ces épreuves-là, on a appris beaucoup de choses. On a regardé la performance des batteurs d'eau sous diverses conditions. On peut voir que les sacs de sable, en comparaison à la norme américaine, elle est ici. Elle, cette norme-là, elle permet très, très peu d'eau à rentrer dans l'édifice. Fait qu'on peut s'imaginer que si on a un tapis ou un bois franc qui est protégé par une de ces mesures-là, on veut absolument pas d'eau qui rentre. Parce qu'on peut pas mettre une pompe à l'intérieur parce que ça va déjà faire trop de dommages sur nos structures. Ça fait que là, on demande pour des conditions où est-ce qu'on pourrait protéger avec juste un essuiement, puis on n'aurait pas besoin de rien d'autre. Ce n'est pas nécessairement le cas pour toutes les places. On peut s'imaginer que si on a une cave qui n'est pas finie, puis on a des pompes qui peuvent déverser l'eau, on n'a pas nécessairement besoin d'atteindre cette norme américaine-là, le 1 litre par mètre par heure. Mais tu peux t'imaginer que si on a des tapis ou des choses qui sont vulnérables à l'eau, c'est à peu près ça qu'on veut viser, quelque part dans cette gamme-là. Fait qu'une porte standard va laisser permettre à peu près 1000 fois plus d'eau que ce que cette norme-là permet. Ça fait qu'il faut être capable de mettre d'autres mesures de protection. Puis une fenêtre standard, c'est à peu près 100 fois plus d'eau. Fait qu'on peut s'imaginer des mesures de protection, des batteurs d'eau qui vont nous protéger. Puis ce qu'on a trouvé, c'est dans ce coin ici, on a des produits qui sont très, très performants. Puis ce qu'on a trouvé pour ces produits-là, fait que les 5 sont identifiés ici. On a des coussins gonflables, des barrières type bûche, puis type composite. Ce qu'on a trouvé en commun, c'est vraiment où est-ce que ça fait contact avec le paroi de la maison, ça fait que la fondation en béton. On avait à peu près un 4 à 6 cm de contact de large. Fait qu'on avait des très bons produits qui avaient des endroits de contact beaucoup plus petits, entre 1 et 2 cm. Puis on avait beaucoup de difficultés à avoir des belles conditions pour atteindre la norme américaine à 1 litre par mètre de sel par heure. Autre chose qu'on regarde, c'est si on doit coller, c'est bien d'avoir non seulement la colle, mais aussi des fixations mécaniques aussi. Le type bûche ne l'avait pas, puis c'était un des faiblesses. Il a quand même réussi, mais il y avait quand même des fuites d'eau qui étaient évidentes qu'il y a certains barrières à type bûche qui ont le cadre qui s'attache avec la colle et les vis. Fait que ça améliore la qualité des ressources qu'on a.
Fait que vraiment, ce qu'on veut dire, c'est qu'il y a beaucoup de solutions possibles. Il faut vraiment penser en conséquence de la demande. Comme cet exemple ici, on peut voir que les sacs de sable, ils font l'affaire parce qu'on a le gros canon d'eau qui jette l'eau, qui nous protège. Ça fait qu'il faut toujours penser en conséquence de qu'est-ce qui est le pire qui peut arriver, puis qu'est-ce qu'on doit faire pour protéger. Fait que même si on a les murs bâtards d'eau qu'on peut s'imaginer, il faut quand même venir une fois par jour pour échanger les essuiements. Il ne faut pas juste laisser faire pendant une semaine de temps qui pourrait faire du dommage. Merci Louis. Je vais enchaîner avec la dernière partie. Donc là, c'est vraiment les outils pour réagir face à l'urgence. Donc quand on parle d'inondation, on a défini 3 moments dans l'inondation. Donc il y a le moment d'avant, là, ça peut être 72 heures, 24 heures avant. On sait qu'il y a des inondations qui sont annoncées. Donc il y a toute la phase de prévention, qu'est-ce qu'on est capable de faire pendant ce moment-là. Ensuite, le pendant l'inondation, donc l'observation tout en restant en sécurité. Puis ensuite, la phase d'après, 24 heures et plus, où là, on suggère d'être dans l'action parce que l'eau, comme le mentionnait Pierre tout à l'heure, ne doit pas rester longtemps dans le bâtiment pour éviter des dommages graves. Donc, on limite à 72 heures l'eau qui doit rester dans le bâtiment. Donc, dans un premier temps, pour réagir à l'urgence, dans toutes ces phases, d'ailleurs, les consignes de sécurité pour les personnes, il y a beaucoup d'outils qui existent déjà que vous pouvez consulter, notamment québec.ca ou InfoCru, qui donnent des conseils pour protéger la santé, pour les intoxications, les aides psychosociales, etc. Donc, surtout, allez voir ces outils-là qui sont super bien faits. Ici, aujourd'hui, on va plus parler de comment éviter les dommages au bâtiment. Donc, avant l'inondation, dans un premier temps, on recommande de déplacer en hauteur les biens de valeur ou dangereux, de protéger les équipements qui ne peuvent pas être surélevés. Donc, il y a des choses qui ne peuvent pas être surélevées. On vient faire du bricolage, mais pour vraiment s'assurer de les protéger. Ensuite, de fermer et protéger les ouvertures. Donc, par exemple, les entrées d'air en bas des murs, les sorties d'air de sécheuse en haut des murs, de les fermer avec des capots. Ensuite, pour tout ce qui concerne les fenêtres et les portes, de venir les fermer. Donc, c'est le moment d'installer le bâtard d'eau choisi en question. Et c'est aussi le moment de mettre en place les pompes portatives, donc qu'elles soient électriques ou à essence à l'extérieur, comme on mentionnait tout à l'heure. C'est le moment de vérifier ces sources d'énergie alternatives. Donc, en effet, si on a des batteries, de vérifier qu'elles sont chargées. Si on a de l'essence, si on a une pompe à essence. Aussi d'activer les clapets manuels et de vérifier les clapets automatiques, de vérifier les gouttières et les drains qui ne sont pas obstrués. Puis ça concerne aussi les puisards dans la rue. Est-ce qu'il n'y a pas des feuilles qui viendraient obstruer le déversement de l'eau dans le réseau municipal? Donc, de vérifier toutes ces choses-là. De ranger ou fixer les biens extérieurs déplaçables par l'eau. On peut voir l'effet d'une bûche sur la porte tout à l'heure où jusqu'à 30 cm d'eau peut lever une voiture. Donc, de vraiment fixer ses bancs ou de rentrer les petites choses à l'intérieur. Et enfin, de de fermer l'électricité des circuits exposés aux risques, donc en lien avec ce que disait Hélène tout à l'heure. Ensuite, pendant l'inondation, donc ça, c'est des choses... c'est assez évident ce qu'on mentionne aujourd'hui, mais en cas d'urgence, c'est toujours bien d'avoir ces listes sur soi pour ne pas oublier certaines choses qui pourraient être dommageables pour les personnes et le bâtiment. Donc, pendant l'inondation, ce qu'on recommande, c'est de ne pas actionner les équipements qui nécessitent de l'eau. Donc, la vaisselle, laveuse, les sanitaires peuvent être utilisés, mais on ne recommande pas de flusher pour déverser l'eau dans le réseau. Ensuite, d'activer ou surveiller le bon fonctionnement des pompes. Donc, en fait, quand on a un mur de fondation, la pression qui est exercée sur ce mur-là, elle va se jouer entre le niveau d'eau à l'extérieur et le niveau d'eau qui est à l'intérieur. Donc, une fondation, le mur peut céder s'il y a une différence entre aussi le niveau d'eau intérieur et extérieur, si la différence est trop grande. Donc, c'est pour ça qu'on recommande vraiment, pour éviter une surcharge sur cette structure, de pomper une hauteur d'eau de 2 pieds à la fois en vérifiant que l'eau continue bien de s'accumuler et sinon d'attendre 12 heures avant de recommencer à pomper. Ensuite, ce qu'on suggère, c'est de se positionner en observateur de l'inondation, donc pour identifier les voies d'entrée d'eau. Est-ce que je vois des fissures, les drains de fondation, dans quel état ils sont, les drains de sol, les sanitaires, etc. Donc, comme on a parlé des chemins de l'eau au début, c'est vraiment d'identifier par où l'eau peut rentrer, car c'est assez difficile, une fois qu'il n'y a plus d'eau, de savoir c'est quoi les entrées qu'elle a pu avoir.
Tout cela, bien sûr, sans prendre de risque. Donc, il ne faut pas s'exposer à l'eau si le courant n'est pas coupé, si on n'a pas d'éléments de protection. Donc, évitez les électrocutions. Et si vous avez des doutes avec le panneau électrique, surtout appelez Hydro-Québec. Ensuite, dans les 24 heures après l'inondation, on veut observer les dommages. Donc, est-ce qu'il y a des affaissements de plancher, de toiture? Est-ce qu'il y a des portes qui ferment plus? Est-ce qu'il y a des moisissures qu'on ne voyait pas avant? Est-ce qu'il y a des fissures dans les murs? Et en cas de doute, là, il faut faire appel à un professionnel du bâtiment pour s'assurer de la sécurité des lieux. Donc, on ne rentre pas dans un lieu où il y a des faiblesses de même. Ensuite, retirer les capots et autres équipements de protection qu'on avait installés. Si l'eau ne semble pas propre, c'est important éviter les contaminations, puis de faire évaluer les risques avec de la présence de contaminants. Donc, il y a des experts qui existent pour ça. Donc, on recommande de peut-être se renseigner de leur contact avant pour pouvoir avoir ça à disposition, parce que l'objectif, c'est d'enlever l'eau le plus rapidement possible. Donc, on ne recommande pas d'être contaminé, mais en même temps, il faut enlever l'eau. Donc, ça, toujours en se protégeant, bien évidemment, avec des équipements de sécurité. Si l'eau semble claire et propre, on fait l'inventaire de tout ce qui a été mouillé, comme ça a été mentionné. On évacue l'eau visible et on nettoie pour éviter toutes les contaminations possibles. Et on fait sécher ailleurs tout ce qui peut être bougé, parce que ça va diminuer la quantité d'eau qui se trouve dans l'air, donc ça va donner plus de chance au séchage. Ensuite, toujours dans les 24 heures après l'inondation, si l'eau allait rentrer dans les murs et les cloisons, l'objectif ici, c'est de diminuer le plus vite possible le risque de croissance de moisissures sur les surfaces et de baisser le taux d'humidité. Donc, ce qui est recommandé, c'est autour de 30 à 50%. Donc, si c'est une petite inondation ponctuelle, on ouvre le gypse, on peut éponger et mettre un ventilateur. Si c'est une inondation plus répandue, il faut vraiment démonter toutes les plinthes et la base des murs en gypse pour enlever les isolants mouillés, les faire sécher, éponger toute l'eau visible, vérifier s'il y a de l'eau dans les zones inaccessibles, donc derrière les montants des assemblages ou les isolants rigides, et faire sécher. Toujours il faut continuer. C'est pas juste 24 heures de séchage, il faut continuer ce processus-là pour faire sécher principalement le bois, y compris donc dans les zones inaccessibles, comme je le mentionnais. Et l'objectif, c'est vraiment de retirer la vapeur d'eau sur les surfaces mouillées. Donc, pour ça, on va apporter de l'air chaud, mais l'humidité ne doit pas être trop haute. Donc, on va apporter un ventilateur qui va apporter du mouvement de convection sur les surfaces et faire baisser la teneur en eau des matériaux poreux. Le déshumidificateur va faire baisser l'humidité et le chauffage va augmenter la capacité de l'air à absorber la vapeur d'eau. Ensuite, on va aérer par les fenêtres, les portes pour renouveler l'air à l'intérieur à condition que l'air extérieur soit plus sec. Je rappelle encore une fois, l'eau, faut éviter qu'elle reste plus de 72 heures. Il faut vraiment agir tout de suite pour éviter les moisissures graves. Et puis, si vous voulez vous renseigner sur la mérule, on a mis le site ici qui peut vraiment très rapidement abîmer un bâtiment. Donc, voilà, ça, c'est une étude de cas, une déconstruction. Donc, là, c'est le moment de la déconstruction 7 à 10 jours après l'inondation. Puis, on peut voir que l'étape de séchage, elle a été un peu retardée. Donc, il y a un fort développement de moisissures qui a été très néfaste. Tous les murs ont été ouverts et tous les équipements ont dû être mis au rebut. Donc, c'est vraiment ce qu'on veut essayer d'éviter. En plus des dommages pour les personnes, c'est aussi des coûts assez forts. Donc, en plus des bonnes pratiques en fait qu'on recommande de séchage, on recommande aussi de reconstruire mieux. Donc, c'est sûr que l'idéal, c'est d'isoler par l'extérieur si on a un sous-sol et de laisser les matériaux bruts à l'intérieur, ou comme ici, d'isoler par l'intérieur. Et il y a des assemblages qui existent avec des systèmes amovibles, comme la plinthe amovible ici, ou de venir créer des cavités pour pouvoir améliorer le séchage. Puis, je ne m'étends pas là-dessus car ça fait vraiment l'objet des webinaires passés. Mais en conclusion, c'est vraiment l'habitation la plus abordable et celle qu'on n'a pas besoin de reconstruire après une inondation. Donc, c'est aussi vers là que s'en vont les assurances. Donc, voilà, j'espère que ce webinaire vous a aidé. Et puis, je mets le lien ici du site qui répertorie les webinaires passés. Merci Claire, puis on a pris l'entièreté du temps du webinaire, mais on va rester disponible une quinzaine de minutes pour répondre à vos questions s'il y en a. Donc, quelle est la hauteur maximale pour installer la thermopompe à l'extérieur? Hauteur maximale, je ne sais pas s'il y a une hauteur maximale pour ça.
Est-ce que quelqu'un connaît la réponse? Je sais que j'en ai vu installer assez haut pour éviter les inondations. Je ne sais pas c'est quoi la hauteur. Je ne sais pas s'il y a une hauteur maximale pour une thermopompe, là, mais clairement, idéalement, il faudrait qu'elle soit au-dessus. S'il y a un frein, ben, c'est probablement un frein réglementaire, ça serait le fun de l'identifier, mais je n'ai pas la réponse pour le moment. Peut-être avec, on pourra vous retransmettre une réponse, Zakia, si vous voulez. Peut-être la gang des cohabitations pourrait nous la trouver éventuellement. Peut-être un point technique là-dessus, c'est que généralement, les installateurs vont vouloir le prendre sur une surface comme de la brique ou la fondation. Donc, une maison qui n'a pas un mur de briques, la limite souvent va être soit de le poser sur la fondation ou le mettre sur des pieds. Puis à ce moment-là, j'imagine qu'on peut pas mettre des pieds là, de très, très grande hauteur. Donc, je pense pas que j'ai rien vu au niveau réglementaire, mais au niveau de l'installation puis de la sécurité de l'installation, c'est peut-être plus là qu'il y a des limites. Merci Pierre pour la précision. Est-ce qu'une garniture d'étanchéité à l'étafoam, donc c'est du giclé non pas nécessairement, entre une fondation et une ossature de bois améliore l'étanchéité contre les infiltrations? Ben là, le webinaire aujourd'hui, on était beaucoup plus dans l'aménagement et les comportements, beaucoup moins dans la construction. Donc, autour de la table, on n'est pas des spécialistes en construction. J'aurais envie de vous dire probablement que si c'est une garniture d'étanchéité, probablement qu'elle aide, mais est-ce qu'elle suffit? J'en doute. Ça va beaucoup dépendre aussi de comment elle est scellée et par où aussi entre l'eau. Si l'eau entre par une fissure de la fondation, probablement qu'elle aide, mais il faut comprendre qu'une inondation ne rentre pas que par des fissures dans une fondation, mais par de multiples autres entrées d'eau. Donc, ça ne doit pas nuire, mais ça ne doit pas être une solution unique. Ça dépend aussi de la composition du mur de fondation. À la base, si on a un mur de béton en bon état versus un mur de moellon. Oui, effectivement. Donc, on aurait besoin de plus de précision pour répondre à cette question-là. Quel est le spécialiste qui peut faire le tour et évaluer l'état des équipements actuels, soit les clapins intérieurs, les drains français, la pompe? Ben, c'est beaucoup le domaine de la plomberie. Donc, je pense qu'un plombier ou à la limite même aussi un ingénieur mécanique spécialisé en bâtiment, bien évidemment, pourrait être la personne à contacter. C'est tout? Est-ce qu'il y a plus de questions? Donc, je ne vois pas personne qui écrit. On a fait le tour des questions. Je voulais simplement vous rappeler, je vois ta question, Caroline, que oui, vous aurez accès aux enregistrements ainsi qu'aux présentations des 4 webinaires qu'on a donnés dans le cadre du projet Hydrologie avec Architecture sans frontières. Vous allez recevoir un courriel, en fait, probablement demain à ce sujet. Vous allez avoir les liens pour accéder aux plateformes complémentaires des conférences qui contiennent les présentations, l'enregistrement ainsi que des ressources complémentaires. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, je vois. Donc, les gens nous remercient. Oui, merci à vous tous de votre participation. Merci aux différents intervenants. Donc, sur ce, on va clore la présentation. Ah, j'ai une question. Oui, Louis Brunet de la Ville qui vient de répondre à une question pour une thermopompe. Selon le type de toit, elle peut aussi être installée sur un toit si vous avez un toit plat. Merci, Louis. Effectivement. Donc, un gros merci à vous tous. On vous souhaite une excellente journée et au plaisir. Merci beaucoup. Merci, bonne journée.